Voilà, donc bonjour. Donc notre question aujourd'hui va porter sur l'apport alimentaire énergétique. Donc comme on en avait vu lors de la séance précédente, qu'est-ce qu'un apport alimentaire ou une ration alimentaire? Donc on avait dit qu'une ration alimentaire est la quantité et la qualité ingérée. C'est la quantité et la qualité d'aliments qui est ingérée quotidiennement par un sujet, donc adulte essentiellement. Et donc, on peut diviser cet apport alimentaire ou cette ration alimentaire en un apport énergétique et un apport non énergétique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'apport alimentaire énergétique. Quand on dit énergétique, on va penser tout de suite aux macronutriments, c'est-à-dire glucides, lipides et protéines, parce que ce sont eux les aliments qui vont nous apporter de l'énergie, en sachant qu'un gramme de lipides nous apporte 9 kilocalories, un gramme de protéines ou de glucides va nous apporter 4 kilocalories. Donc, au début, il faut définir le besoin. Donc, qu'est-ce qu'un besoin? Avant d'en parler de besoins énergétiques ou non énergétiques, déjà, qu'est-ce qu'un besoin? C'est la quantité donc minimale des nutriments qui doit être régulièrement consommée donc, pour assurer une nutrition adéquate d'un individu qui est bien portant dans la santé se maintient. D'accord? Donc, la quantité minimale d'un nutriment que l'organisme a besoin pour maintenir ses différentes fonctions. Et donc, qu'est-ce qu'un apport énergétique ou un besoin énergétique? Donc, ce besoin énergétique, on avait dit qu'il sera assuré par les macronutriments qui sont les glucides, les lipides et les protéines, mais ils vont varier, c'est différent. La quantité et la qualité donc, de ces aliments, elle va varier en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité physique. Si quelqu'un est sédentaire ou quelqu'un qui fait une activité modérée ou au contraire un sportif qui fait une activité à haut niveau, donc ça va différer, c'est pas la même chose. Il va avoir besoin donc de beaucoup d'énergie. Et aussi de l'état physiologique. Est-ce qu'il s'agit d'un organisme en pleine croissance, donc un enfant? S'il s'agit d'une femme qui est enceinte, donc elle a besoin d'assurer c'est-à-dire ses besoins et les besoins d'un autre être humain, donc qui est le fœtus, par la suite, après l'accouchement, donc elle a besoin aussi d'alimenter ce bébé, donc c'est la lactation, donc les besoins vont différer. Il y a aussi, donc ça c'est dans les états physiologiques. Les états pathologiques, donc on ne va pas les aborder. Parce que par exemple, un cancéreux a des besoins aussi spécifiques. Quelqu'un qui a, par exemple, quelqu'un qui est brûlé, donc dans les brûlures, on a besoin aussi de majorer, par exemple, les apports en protéines pour reconstituer donc les tissus qui ont été endommagés par la brûlure. Voilà. Donc, on ne va pas aborder tout ce qui est pathologique, là, on va aborder tout ce qui est physiologique. Donc, un sujet adulte de sexe masculin, par exemple, qui vit dans un climat tempéré, par exemple à 25 degrés, il va nécessiter 2400 kilocalories par jour, alors qu'une femme aura besoin de 2100 kilocalories par jour. Et ces besoins énergétiques, on avait dit qu'ils sont plus importants pour les travailleurs de force, pour les sportifs. Donc, on va commencer par les besoins en protéines. Donc, une protéine, qu'est-ce qu'on va, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va tirer de la protéine? Donc, on avait dit que les protéines, ce sont les matériaux de construction. Si les cellules ont, c'est-à-dire une durée de vie limitée, donc on aura besoin d'un turnover donc de ces cellules. On a besoin de ces protéines non seulement pour c'est-à-dire la reconstitution des différentes cellules, mais aussi la plupart des hormones, la plupart des enzymes et la plupart des transporteurs, par exemple dans le sang ou les transporteurs membranaires sont des protéines. C'est pour ça que l'organisme doit synthétiser plus de 60 000 protéines différentes à partir de 20 acides aminés seulement. À partir de 20 acides aminés, donc la combinaison et c'est-à-dire la combinaison entre les acides aminés peut nous donner donc un nombre illimité de protéines. Et donc, en une journée, le corps humain peut synthétiser plusieurs types donc, de protéines à partir de ces 20 acides aminés. À savoir que que nos protéines sont synthétisées à partir de corps chimiques voisins, mais il y a d'autres qui sont en nombre de 8 chez l'adulte et en nombre de 9 chez le nourrisson,
ils sont impérativement fournis par l'alimentation. C'est pour ça qu'on les appelle les acides aminés indispensables. Donc, le corps ne peut pas les synthétiser et ils doivent impérativement être apportés par l'alimentation. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, on peut tirer les acides aminés des protéines, mais aussi on peut tirer, l'azote aussi. On peut tirer l'azote des protéines pour équilibrer donc la balance azotée, qu'on verra par la suite. Donc, les besoins en protéines, ils sont d'ordre quantitatif, mais aussi d'ordre qualitatif. En parlant de la quantité, donc il y a la notion de cet équilibre du bilan d'azote. Donc, essentiellement, l'azote, on va l'apporter pour les entrées, il va être apporté par les aliments, et pour les sorties, il va se trouver dans les urines, dans les fesses et dans les sécrétions cutanées, essentiellement dans la sueur, à raison de 55 mg par kilo et par jour, en sachant que 6 grammes de protéines, à peu près 6,25, ils vont nous produire 2 grammes d'urée et ils vont nous produire donc 1 gramme d'azote. Donc, pour obtenir 1 gramme d'azote, pour équilibrer le bilan d'azoté, on a besoin de 6 grammes de protéines. Donc, une protéine, elle est constituée à raison de 16% d'azote. Donc, l'azote représente 16% de la constitution d'une protéine. Et pour équilibrer le bilan d'azote, donc il faut que les apports protéiques doivent compenser tout ce qui est perte azotée obligatoire, qu'on avait dit qui se retrouve dans les urines, fesses et les sécrétions cutanées, mais avec une marge de sécurité. Et donc, l'apport protéique conseillé, donc on doit ingérer, on doit manger 1 à 1,2 g par kilo de poids et par jour. Donc, par kilo de poids, par exemple, si quelqu'un il pèse 60 grammes, ça veut dire qu'il doit consommer entre 60 jusqu'à 70 grammes de protéines par jour. Dans une ration alimentaire, donc si on prend la ration alimentaire journalière, c'est-à-dire si elle est à 100%, donc 15% doivent être la part des protéines. Donc l'apport énergétique d'origine protéique doit occuper 15% de la ration globale. Arrivons à l'aspect qualitatif, donc là on parlé de la quantité donc de protéines qu'on doit ingérer, mais dans un deuxième lieu, on doit parler sur la présence et l'équilibre d'acides aminés indispensables qui seront, ils seront obligatoires pour équilibrer le bilan d'azote. Donc de ce fait, l'absence ou l'insuffisance d'un seul acide aminé, ce sera un facteur limitant à la bonne valeur biologique d'une protéine et va entraîner donc obligatoirement la négativation du bilan d'azote. On va développer ça, donc vous allez me dire c'est quoi cette valeur biologique de la protéine. Donc une bonne protéine, elle doit être bien équilibrée en acides aminés indispensables. Donc déjà, quels sont ces acides aminés indispensables? Donc on avait dit qu'ils sont en nombre de 8, qui sont l'isoleucine, leucine, lésine, méthionine, phénylalanine, tryptophane, thréonine et valine. Il y a un 9e acide aminé qui s'ajoute chez le nourrisson, il s'agit de l'histidine. Et sachant que l'œuf est surtout dans le blanc, c'est-à-dire dans l'ovalbumin, donc c'est l'aliment de référence parce qu'il est très équilibré, il est très bien équilibré en acides aminés indispensables. Ils vont venir par la suite les viandes, les poissons et les laitages. Les protéines végétales, ils ont une valeur biologique protéique assez bonne. Et cette dernière, elle sera améliorée par la pratique de la complémentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les protéines d'origine animale, ils ont une valeur biologique meilleure parce qu'ils sont mieux équilibrés en acides aminés indispensables, tandis que les protéines végétales, ils ont une valeur biologique assez bonne, mais elle est moindre que celle des produits d'origine animale, que les protéines d'origine animale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien équilibrés en acides aminés indispensables. Et pour que on obtienne donc une bonne valeur protéique, c'est-à-dire végétale, il faut pratiquer la complémentation ou la supplémentation entre les aliments. Par exemple, si on cuisine les lentilles, il vaut mieux avoir avec du riz parce que les acides aminés qui sont absents dans les lentilles sont présents dans le riz et vice-versa. Et ceux qui sont absents dans le riz sont présents dans les lentilles. Donc, si on va préparer une soupe de lentilles, il vaut mieux en ajouter une poignée de riz
ou là, c'est-à-dire l'accompagner par exemple, une salade de riz, une macédoine de riz, pour avoir la complémentation, pour avoir une bonne valeur biologique, protéique, en mangeant ces aliments qui contiennent des protéines d'origine végétale. Par exemple, le couscous, il faut en rajouter des petits pois pour que la valeur biologique, protéique soit bonne. Et donc, le facteur qui va limiter la bonne valeur biologique des céréales, c'est le manque de la lysine. Donc, la lysine, elle manque dans les céréales. Donc, quand on mange des céréales, il faut manger un aliment à côté qui est riche en lysine pour compléter donc ce déficit. Il y a aussi les légumineuses et les laitages qui en manquent en acides aminés soufrés, essentiellement la méthionine et la cystéine. Donc, quand on mange des légumineuses ou des laitages, il faut manger aussi des aliments qui contiennent à côté des acides aminés soufrés pour compenser le manque et pour avoir un bon équilibre en acides aminés indispensable. Donc, du coup, les protéines animales, en plus qu'ils nous apportent donc des protéines, donc des acides aminés indispensables, ils apportent aussi du calcium, de la vitamine B, du fer, essentiellement le fer héminique, le zinc et les acides gras polyinsaturés. On verra quand on arrive aux lipides, qu'est-ce que les acides gras polyinsaturés. Alors que les protéines végétales, ils apportent aussi en plus des acides aminés, ils apportent des amidons, ils apportent des fibres alimentaires, des oligoéléments, des vitamines et des antioxydants. Donc, il est utile de respecter un certain équilibre entre les sources protéiques, c'est-à-dire animales et végétales, et les recommandations des experts, ils se sont situés à mi-chemin, ça veut dire on apporte 50% de protéines d'origine animale et 50% de protéines d'origine végétale pour assurer c'est-à-dire un repas ou une alimentation équilibrée. Un petit mot sur la teneur des aliments en protéines. Par exemple, pour 100 grammes d'agneau, on trouvera 23 grammes de protéines. Et donc, par exemple, 100 grammes d'agneau, il contient 234 kilocalories. Donc, en sachant qu'un gramme de protéines nous apporte 4 kilocalories, donc à peu près 90 grammes ou 90 calories sont apportées par les protéines. Le reste, ça sera la part des lipides, parce que l'agneau, il est riche en lipides comparant au bœuf. Par exemple, le bœuf, il contient aussi 100 grammes de bœuf. C'est à peu près la même teneur en protéines, mais vous voyez qu'il est moins calorique le bœuf parce qu'il contient moins de gras, moins de graisse. Par exemple, le poulet, la même chose. Donc, le poulet, il est un peu plus riche en protéines, à raison de 26, mais il se rapproche dans les valeurs et il est moins calorique que l'agneau et il se rapproche du bœuf. En sachant que certaines parties du poulet, par exemple les cuisses, les ailes, ils sont plus caloriques parce qu'ils contiennent plus de gras comparant au blanc de poulet. Par exemple, le pain, si on prend le pain, vous voyez que pour 100 grammes de pain, il y a 8 grammes de protéines d'origine végétale, mais il est très calorique, à raison de 274. C'est pour ça qu'on proscrit dans tout ce qui est pain chez les personnes diabétiques, parce que l'index glycémique peut s'élever. Vous voyez que c'est énorme. 100 grammes peut nous apporter 274 kilocalories et on est une société donc consommatrice de pain, on est de grands consommateurs de pain, c'est pour ça qu'il faut limiter donc la consommation du pain. Et les fromages, surtout les fromages qui sont gras et salés, donc vous voyez que pour 100 grammes de fromage, il y a 20-25 grammes de protéines, mais en termes de calories, donc on peut arriver jusqu'à 350 kilocalories. Ça qu'il faut avoir de petites. Ils vont mieux manger du fromage puisqu'il est riche en calcium, riche en vitamine E et tout, mais il faut limiter les parts parce que c'est très calorique. Et c'est salé aussi. Arrivons donc aux besoins en glucides. Donc, il faut savoir que dans les glucides, il y a les glucides simples et les glucides complexes, mais aussi il y a les glucides digestibles et les glucides non digestibles. En sachant que le glucose est le premier facteur, c'est le seul carburant de l'organisme. Donc, toute matière doit être soit se trouver sous forme de glucose ou se transformer en glucose pour avoir de l'énergie. Donc, les glucides digestibles, donc on a besoin de glucides digestibles dans un premier lieu, qui sont la principale source d'énergie de l'organisme, couvrant 55% du besoin énergétique global, donc de la ration alimentaire globale. Il y a les glucides, tous les complexes, ils occupent 55%
donc de la ration journalière. Et la majorité seront apportés sous forme de glucides complexes de préférable parce qu'ils sont à assimilation lente, comme les pâtes, les céréales, les légumes secs, donc les légumineuses. Et pour les glucides simples, il faut diminuer la, c'est-à-dire l'apport, parce qu'ils sont à assimilation rapide, c'est-à-dire ils vont élever l'index glycémique, comme les sucres, le miel, la confiture, et la consommation doit être limitée à 10% de l'apport énergétique. Et en sachant que les réserves en glucides sont très limitées, sous forme de glycogène, donc on a le glycogène hépatique à raison de 70 grammes et le glycogène musculaire à raison de 200 grammes, donc d'où la nécessité d'un apport régulier à chaque repas. Donc dans chaque repas, il faut avoir une quantité de glucides, c'est pour ça que ça a presque la moitié donc, de l'apport énergétique total. Et en sachant que lorsqu'on ingère un aliment, donc un repas, il y a, euh, il y a la glycémie qui va être, il y a le sucre qui va passer la barrière intestinale et il y aura une augmentation de la glycémie, du taux de glucose dans le sang. Et de là, il y aura une sécrétion d'insuline dans le sang, donc pour faire passer, pour permettre au glucose de, de pénétrer à l'intérieur des cellules, sauf pour c'est-à-dire le cerveau, le foie ou les globules rouges, qui sont les organes donc glucodépendants, ils n'ont pas besoin d'insuline pour faire passer le glucose. Et le reste va être stocké sous forme de glycogène, mais c'est une forme, on avait dit, limitée. Donc, il existe un besoin minimal en glucides de l'ordre de 150 grammes par jour. Donc, c'est pour assurer le glucose nécessaire, on avait dit, aux organes glucodépendants. Et seul le cerveau à lui seul, il consomme 120 grammes par jour de glucose. Donc, même si on limite les apports en glucides, en glucose par jour, donc il ne faut pas, c'est-à-dire descendre en dessous de 150 grammes par jour. Arrivons aux fibres alimentaires, qui sont la forme des glucides non indigestibles, non digérables. Donc, l'apport recommandé est de 15 à 22 grammes par jour. Il sera assuré par différentes sources, donc différentes sources. Donc, on trouve les fibres alimentaires en moitié dans les céréales, à raison de 30% dans les légumes, à raison de 15% dans les fruits, et dans les légumineuses, c'est une part minime, à raison de 5%. Ces fibres alimentaires ont des propriétés bénéfiques et très bénéfiques dans la régulation du transit intestinal. C'est pour ça que pour les gens qui font des constipations à répétition, on leur conseille donc la consommation des fibres. Vous allez me dire, mais comment c'est des glucides non digestibles? Mais en fait, il y a la flore intestinale et la flore microbienne intestinale euh, qui va s'alimenter de ces fibres. Et on aura ça veut dire des bienfaits. On aura une protection essentiellement au niveau du côlon, donc il va être protégé par ces fibres et il y aura une régulation donc du transit. Bon, la même chose pour les glucides. Donc, par exemple, si on prend 100 grammes de pommes de terre bouillies, donc ça va nous apporter 20 grammes de glucides et ça va nous apporter 84, à peu près 84 calories. Par exemple, pour les diabétiques, on leur déconseille la pomme de terre bouillie, donc à la vapeur, parce que une fois qu'elle soit bouillie, l'index glycémique va s'élever et ça va augmenter la glycémie. Et la même chose pour la carotte et la betterave. Si vous voyez que les frites et les chips, donc pour 100 grammes, c'est surtout pour les chips, c'est énorme, c'est 80, c'est pratiquement 50% c'est-à-dire les chips qui contiennent 50% de glucides, et pour les calories, en plus des lipides, donc on va en arriver jusqu'à 541 pour 100 grammes de chips. Donc c'est énorme, c'est pour ça qu'il faut éliminer c'est-à-dire les manger vraiment de temps à autre, les éliminer de l'alimentation. Il ne faut pas en abuser dans ce genre donc d'aliments. Vous avez vu, il y a aussi une remarque concernant les céréales, concernant le pain complet et le pain blanc. Il y a certains qui me disent, qui se présentent à ma consultation, ils me disent, on mange du pain complet, il en abuse. Ben là, je dirais que le pain
que ça soit complet ou blanc, si vous remarquez que pour 100 grammes, il n'y a pas une très grande différence. Donc, le pain blanc, c'est vrai qu'il est riche en sucre, mais il n'y a pas une très grande différence. C'est 58 et 49. Donc, vous voyez que c'est riche en sucre. Et même en termes de calories, ils ne sont pas très loin. Donc, là, il y a 244, l'autre est à 274. Ils ne sont pas loin. La seule différence, c'est que le pain complet a une meilleure donc, assimilation et en termes de qualité nutritionnelle, donc il est meilleur, contrairement à la farine blanche où l'effet du raffinage ou l'effet donc des, c'est-à-dire il y a un effet de transformation industrielle qui peut être néfaste et qui peut être cancérigène à la langue. Donc c'est en termes de qualité, mais en termes de quantité, quand on dit qu'il faut limiter le pain, de préférence de manger du pain complet puisqu'il contient des graines donc, qui sont plus saines. Mais en termes de quantité, il faut aussi limiter la quantité. Voilà, donc arrivons maintenant aux besoins en lipides. Il faut savoir que cette consommation, elle varie d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui consomment beaucoup plus de lipides que d'autres. Et en tout, ça veut dire la meilleure norme reste de 70 à 80 grammes par jour, soit 30% de l'apport énergétique total. Donc, si on est à une moitié de glucides, à 15 à 20% de protéines, là, le reste, donc les 30% qui restent, ça sera la part des lipides. Et donc, la moitié de cette ration, elle sera constituée par les grands gras qui sont divisibles, comme on en a parlé le cours précédent, donc beurre, huile, margarine. Et l'autre moitié, ce sera la part des graisses donc invisibles retrouvées dans les viandes, dans les produits laitiers et dans les aliments végétaux qui sont vraiment très faibles à raison de 5%. Quelles sont les formes d'ingestion donc, des lipides? Il existe 4 formes. Donc, il y a les triglycérides qui sont des lipides simples et ils représentent à peu près 90% des apports lipidiques et ils se trouvent dans la plupart des aliments gras. Pratiquement dans tous les aliments gras, on va trouver des triglycérides. Arrivant aux phospholipides, ce sont des lipides complexes qui vont représenter de 5 à 10% des apports lipidiques. On va les retrouver dans les viandes, les œufs, les céréales, les légumes. Alors que pour le cholestérol, il s'agit d'un lipide élémentaire, c'est-à-dire dont les besoins sont moins de 0,5 g par jour. On n'a pas besoin de beaucoup de cholestérol. C'est essentiellement pour constituer les, les membranes des cellules, les membranes plasmiques essentielles. On n'a pas besoin de beaucoup de cholestérol. Il se retrouve dans les œufs, dans la viande, mais essentiellement dans la cervelle. À peu près 100 grammes de cervelle peut nous apporter 1 à 2 grammes 1 à 2 grammes, c'est-à-dire de cholestérol. Il y a aussi les vitamines A, qu'on a en parlé aussi dans le cours précédent, ce sont des vitamines liposolubles, et malgré que le besoin est minime, pratiquement 20 mg par jour, mais le rôle biologique, il est très important. Donc, il participe dans la coagulation, participe, je veux dire, pour la vitamine D, pour la vitamine E et la vitamine A qu'on retrouve donc dans les lipides. Donc, ils ont un rôle majeur dans plusieurs régulations, donc comme coenzymes, euh, voilà, par exemple pour la vitamine E, pour la fertilité et tout. Donc, ce sont des protéines très importantes et on verra quand on arrive à l'apport à l'apport alimentaire non énergétique qu'on a besoin c'est-à-dire que le besoin est encore plus minime en termes de microgrammes, mais le déficit, il peut être néfaste, il peut causer des dégâts et des dommages pour l'organisme. Donc, quel est l'apport qualitatif en termes de qualité c'est-à-dire pour les lipides? Si on en a parlé des protéines, on va tirer les protéines, les acides gras et l'azote. Pour les glucides, on va tirer le glucose. Là, pour les lipides, on va tirer essentiellement les acides gras essentiels. C'est-à-dire que le corps, il est incapable de synthétiser, qui sont en nombre de 3, c'est l'acide linoléique, l'acide linoléique et l'acide arachidonique. Mais aussi les acides gras non essentiels et aussi que la capacité de synthèse endogène, elle est limitée. Donc, on a besoin de ces acides gras et le rôle physiologique de ces acides gras, il va varier en fonction du degré de saturation. Donc, on a les acides gras qui sont saturés et on a les acides gras
est monoinsaturé. Et dans les acides gras, c'est-à-dire polyinsaturés, il y a essentiellement deux familles. Donc l'acide N-3, c'est l'acide linolénique et le N-6, c'est l'acide linoléique. Donc les acides gras saturés, on va les trouver essentiellement dans les graisses animales, c'est-à-dire beurre et viande. Les monoinsaturés, ils sont apportés par certaines huiles, comme l'huile d'olive, par certains poissons. Et les acides gras polyinsaturés, c'est pour ça qu'on favorise. On verra que les acides gras monoinsaturés en termes c'est-à-dire de bienfaits, d'avantages. Donc, ils ont plusieurs avantages, les acides gras monoinsaturés. Et pour les acides gras polyinsaturés, ils vont nous apporter les acides gras essentiels, donc de la famille N-3, donc l'acide linolénique et l'acide linoléique. On les trouve dans les huiles végétales comme le pépin de raisin, le maïs, le tournesol, le soja et les huiles de poisson qui ont un intérêt nutritionnel manifeste. Malheureusement, dans notre culture, donc on n'utilise pas beaucoup les autres huiles, on utilise surtout l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Donc le coût aussi est élevé parce qu'on ne produit pas ce type d'huile, comme l'huile de soja, de pépins de raisin, l'huile de canola et tout, donc on les produit pas du coup, et on n'a pas cette culture donc de les utiliser dans l'alimentation. La répartition des acides gras recommandés, donc il y a certains qui recommandent de consommer un tiers de chaque catégorie par jour, ça veut dire un tiers d'acides gras saturés, un tiers des acides gras polyinsaturés et un tiers de monoinsaturés, mais il y a encore mieux. Donc la plupart des savants, ils sont arrivés à dire qu'un quart, comme pour le régime méditerranéen, donc ils consomment beaucoup d'acides gras monoinsaturés, ils ont trouvé qu'ils ont moins donc, de problèmes cardiovasculaires. On verra que les acides gras monoinsaturés, ils vont assurer une protection cardiovasculaire. Donc, l'apport recommandé était d'un quart d'acide gras monoinsaturé, plutôt une moitié d'acide gras monoinsaturé, et l'autre moitié sera divisée entre les acides gras saturés et polyinsaturés. Et aussi, il y a le rapport entre l'acide linoléique et l'acide linolénique qui est très important, et le rapport conseillé il est de l'ordre de 4 à 5, avec un apport en acide linoléique de 15 grammes par jour. Alors, on va voir un petit peu les principaux avantages et inconvénients et les sources des différents types d'acides gras. Quels sont les avantages des acides gras saturés? C'est qu'ils sont stables, c'est des acides gras stables, peu dégradables par l'air ou de la lumière. De ce fait, donc, leur inconvénient, ça sera si on les consomme en excès, ça va avoir un effet hypercholestérolémien. C'est-à-dire si on mange beaucoup de viande, de laitage, jaune d'œuf et tout, donc on aura tendance à faire de l'hypercholestérolémie, qui est donc une dyslipidémie qui peut causer donc des dommages d'ordre cardiovasculaire et à la formation des plaques d'athérome dans les vaisseaux. Et donc ces plaques d'athérome vont évoluer jusqu'à en arriver à une thrombose, c'est-à-dire ils vont boucher les vaisseaux. Et s'il y a une migration de ces thromboses, elle peut causer des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux, etc. Pour les acides gras polyinsaturés, donc ils contiennent les acides gras essentiels, on avait dit, surtout le linoléique et le linoléique, mais ils font baisser, il y a un autre avantage, c'est qu'ils font baisser le cholestérol LDL athérogène, ça veut dire le l'ail densité lipoprotéine, c'est le mauvais cholestérol. Ils ont l'avantage de le faire baisser. Mais il existe sous deux formes. Il y a la forme originale qui fait baisser le cholestérol, mais il y a la forme trans, c'est-à-dire qui est obtenue par les transformations industrielles des aliments. Et cette forme, elle est très hétérogène. Donc, dans les inconvénients, on voit que c'est une forme très hétérogène, c'est-à-dire elle favorise la formation des plaques d'athérome. Il y a aussi le huile de poisson qui a un effet cardiovasculaire protecteur à un apport minime. Donc, on n'est pas obligé c'est-à-dire de prendre ce qu'on appelle l'oméga 3. En général, on supplémente les malades en oméga 3 il est issu de donc, l'huile de poisson pour c'est-à-dire avoir un effet un effet protecteur, un effet cardiovasculaire protecteur.
Les acides gras polyinsaturés, ils réduisent le mauvais cholestérol, mais l'inconvénient, c'est qu'ils réduisent aussi le bon cholestérol, le high density lipoprotéine, qui a un effet donc cardiovasculaire protecteur. Ils sont fragiles et facilement altérés par l'air ou la lumière, et donc ils sont toxiques au niveau cellulaire. Si les acides gras polyinsaturés parviennent au niveau de la cellule, parviennent au niveau de la cellule alors qu'ils sont altérés par la lumière c'est-à-dire l'air, ils seront toxiques au niveau cellulaire. Et pour c'est-à-dire éviter cet effet, on rajoute en général une vitamine antioxydante comme la vitamine E pour éviter cet inconvénient. On retrouve ces acides gras polyinsaturés dans le tournesol, le soja, le maïs et l'huile de poisson. Arrivons aux acides gras monoinsaturés, qui sont très intéressants sur le plan alimentaire parce qu'ils permettent de diminuer le mauvais cholestérol, les LDL, mais sans la réduction des HDL. Et ils sont moins dégradables à la lumière, l'air ou la chaleur, donc ils ne sont pas toxiques au niveau cellulaire. On ne sera pas obligé de rajouter donc, des antioxydants. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas essentiels. On avait vu que pour les polyinsaturés, ils sont essentiels. Les monoinsaturés ne sont pas essentiels, mais on en a besoin quand même. Ils se retrouvent dans l'huile de colza, dans l'olive, dans l'arachide. Et pour donc 100 grammes de lipides, par exemple, si on va prendre l'exemple de, par exemple, l'huile, donc il contient que des lipides. Donc pour 100 grammes, automatiquement, on aura 900 kilocalories, puisqu'un gramme de lipides, c'est 9 kilocalories. L'exemple des amandes et des cacahuètes, vous voyez qu'ils sont riches en lipides, c'est-à-dire c'est pratiquement la moitié, à raison de 50%. Donc, la constitution de l'amande et des cacahuètes, mais ils contiennent les acides gras, donc polyinsaturés et monoinsaturés, qui sont bons pour la santé. C'est vrai qu'ils sont caloriques, mais ils sont cardioprotecteurs. Ils sont cardioprotecteurs, c'est pour ça qu'on recommande aux gens de manger une poignée, soit d'amandes, de cacahuètes ou de noix, 1 à 2 fois par semaine pour avoir l'effet cardio-protecteur à condition qu'ils ne seront pas salés. C'est-à-dire on peut les griller, mais sans les saler. Voilà, donc un petit aperçu sur les acides gras et les huiles. Par exemple, les huiles les plus conseillées, c'est l'huile d'olive, puisqu'il contient beaucoup d'acides gras monoinsaturés, l'huile d'arachide, l'huile de canola, l'huile de colza. Après, par exemple, pour l'huile de sésame, donc il est bon parce qu'il contient à part égale à peu près l'acide gras, les acides gras polyinsaturés et les acides gras monoinsaturés. Les huiles plutôt les plus néfastes sont l'huile de noix de coco parce qu'il contient beaucoup d'acides gras saturés, l'huile hydrogénée et le beurre clarifié. Donc, si on clarifie le beurre, ça veut dire on le met dans le feu, c'est-à-dire comme si on faisait du caramel. Donc, on le met sur le feu, il devient clarifié et il devient plus néfaste en le chauffant. Voilà, ça c'est un petit aperçu, mais malheureusement, on avait dit qu'on n'a pas cette culture de varier dans les huiles et tout pour avoir les différents acides gras polyinsaturés. Le coût est élevé parce qu'on ne produit pas et on n'a pas carrément donc on s'intéresse à l'huile d'olive et à l'huile de tournesol. Dernièrement, on arrivera à la représentation d'une ration alimentaire type. Si on avait dit que c'est un homme, il a besoin en moyenne d'une ration de 2400 kilocalories par jour. Et comme on avait dit que les protéines, la part des protéines est de 15% par jour, donc 15%, elle représente 360 kilocalories des 2400, elle représente 360. Et si on sache qu'un gramme de protéines, c'est 4 kilocalories, donc on a besoin à peu près de 90 grammes de protéines par jour. La part des lipides, on avait dit qu'elle est de 30%, donc soit 720 kilocalories des 2400 kilocalories, donc à raison de 80 grammes par jour. Et la grande part, elle sera réservée pour les glucides, donc à raison de 55, donc 1320 kilocalories, soit 330 grammes. Et si on avait dit que
ça veut dire les 10% sont réservés au sucre rapide. Donc, à peu près, ça veut dire à peu près 30 grammes seulement seront réservés pour les sucres rapides. Les 300 seront réservés pour, ça veut dire les sucres lents, les glucides complexes. Voilà, donc on a fait le tour sur l'apport alimentaire énergétique. On se retrouvera prochainement pour l'apport alimentaire non énergétique. Je vous remercie.